Hello à tous, bienvenue sur le podcast Demande à maman. Salut Charlotte. Salut Boutaina. Aujourd'hui est un grand jour sur le podcast. On reçoit un homme et un Enfin, père. Oui, et pas des moindres. Celui qui se décrit comme étant Docteur Pampers sur Instagram et qui nous décrypte les études en psychologie sociale et bien plus sur la parentalité et sur les comportements humains. Salut Adrien. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est une bonne présentation? C'est une bonne présentation. Oui, c'est une bonne présentation. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur toi? C'est que déjà, mon compte principal, c'est Dr Papers. Dr Pampers, je l'ai fait justement au moment où je voulais devenir papa et je me posais pas mal de questions sur le sujet. Je me suis dit, autant faire partager les découvertes que j'ai sur un compte à part. Mais à la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de vulgariser l'actualité scientifique en psychologie générale sur le compte du coup de Dr Papers. Et sinon, je suis chercheur et du coup jeune papa et j'ai fini ma thèse en juillet et là je vais partir à Chypre pour un post-doctorat pendant 3 ans. Waouh, Ouais, félicitations! ça va être une sacrée aventure avec le petit bébé et tout, ça va être... génial, génial. Euh, on va peut-être commencer, hein. On va parler de cette étude Aller les pères que tu as publiée sur Instagram. Euh, il y a des conclusions très intéressantes. La première, c'était que les hommes sont très impliqués dans une seule dimension familiale, la sécurisation des enfants. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et j'ai une petite intuition sur, sur la réponse, mais qu'est-ce qui fait justement que la sécurisation est l'affaire des hommes? Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette étude, c'est une étude sociologique qui a été faite sur 30 couples. Donc on n'est pas sur une étude de psychologique avec des questionnaires sur des milliers de personnes qui vont avoir une généralisation sur toute la population, etc. On est sur plutôt des personnes qui vont raconter leur vécu de couple, les femmes et les hommes ensemble, face à la sociologue. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur cette question précise, de manière générale en France comme dans les pays européens, les hommes gagnent un peu mieux leur vie que les femmes et vont travailler plus longtemps, ils vont avoir des horaires de travail plus longs que les femmes. Et donc, eux, ils vont s'intéresser à ce qu'ils peuvent plus maîtriser, c'est-à-dire tout ce qui va être l'impact économique. Et donc, par exemple, les femmes vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est l'aspect éducatif. Donc, quand les enfants vont aller à l'école, celles qui vont plutôt aller surveiller les devoirs, qui vont aller voir que ça se passe bien, même au niveau de la socialisation avec les enfants. Alors que les hommes, eux, ils vont plutôt s'intéresser à quel héritage on va leur laisser, acheter la maison, leur acheter une voiture pour quand après, quand ils sont adolescents, ils vont pouvoir avoir ce capital, etc. Mm. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il va y avoir une différence. Et l'autre différence, c'est plutôt au niveau de la sécurité physique, c'est-à-dire que s'il y a des enfants qui embêtent à l'école, les hommes vont intervenir plus que les femmes, et ça aussi, ça fait partie des stéréotypes de genre, où Oui, l'homme, c'est plutôt l'homme viril qui va défendre, qui va etc., alors qu'une défendre. femme va plutôt être dans le dialogue, parler avec Mm. le professeur ou la maîtresse ou le maître, plutôt que l'homme qui, lui, va plutôt être un peu plus agressif dans son propos, comme ça, Mm. quoi. Mm. Des choses qui reviennent dans ces discussions. D'accord, d'accord. Ok, super. Euh, Autre point qui est pas vraiment étonnant, on va en parler. Les hommes interviennent majoritairement en tant qu'auxiliaires de la femme, c'est-à-dire qu'ils vont donner des coups de main, ils vont aider, hein, à chaque fois, on entend souvent, voilà, ton Est-ce qu'il mari, t'aide? est-ce qu'il t'aide, hein? Et ce à quoi répondent souvent les femmes, les féministes, ben non, en fait, il faut qu'il prenne sa part, quoi. Hein. Il y a On une l'a fait grosse à deux. différence entre aider et prendre sa part. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, il faut dire qu'il y a à cette règle générale, il y a deux exceptions qui sont importantes et qui permettent derrière de généraliser sur comment on pourrait faire pour que les hommes prennent leur part. Ces Oui, deux oui, exceptions, c'est les familles très traditionnelles et religieuses, qui sont d'accord. des familles où globalement la femme fait tout à la maison parce que l'homme, lui, il est centré très fortement à l'extérieur. En gros, c'est
voilà, la famille catholique traditionnelle française. Et là, en fait, la grosse différence qu'il va y avoir avec les couples de manière plus générale, c'est la notion de gratitude. Où la femme, en fait, ça donne du sens, ça donne beaucoup de sens à sa vie, de s'occuper de la maison et de tenir son intérieur, parce que l'homme est extrêmement, enfin, émet beaucoup de gratitude envers elle de réussir ça. Donc ça, c'est la première exception. Et la deuxième exception, c'est des couples qui souvent sont précaires et qui vont du coup travailler en différé. C'est-à-dire que l'homme va travailler le matin et va être là l'après-midi, le soir. La femme elle va travailler le soir et la nuit. Et voilà. Donc en fait, ils se répartissent les tâches parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Vu qu'ils sont seuls à la maison à un moment, Oui, ils oui. sont obligés en fait de prendre leur part à ce moment-là, c'est-à-dire de s'occuper des enfants parce qu'ils sont tout seuls pour s'occuper des enfants, de faire la lessive parce que bah, il faut faire la lessive sinon elle s'accumule, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses différences par rapport à cette loi générale. Oui. Et ça nous informe sur une chose, c'est qu'en fait, quand la mère n'est pas à la maison, et que le père est à la maison, et ben, le père s'occupe des tâches. Sauf que, ben, on observe que généralement, les femmes sont beaucoup plus à la maison que les hommes parce qu'elles travaillent moins, parce qu'elles sont plus à temps partiel, parce qu'elles occupent plus des emplois précaires qui font que c'est des emplois où on travaille moins parce qu'on ne travaille pas 5 jours par semaine, etc. On ne travaille pas forcément 8 heures par jour. Donc, comme elles sont plus à la maison, et ben, que ce soit elles qui s'efforcent de faire plus de tâches à la maison ou les hommes qui disent, bah, vu qu'elle est plus à la maison, c'est à elle de faire les tâches, et ben, généralement, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce travail genré, enfin, le travail à la maison qui est genré de cette manière-là, c'est pas parce que le bébé arrive que ça se met en place. En fait, ça se met en place avant aussi. Mm. Et en fait, le bébé accentue ça Ça se parce que, bah, il y a renforce. beaucoup plus de travail et le bébé, ça ça demande beaucoup de travail, un bébé. Et donc ça accentue les problématiques jusqu'au moment où, bah, les femmes, en fait, n'y arrivent plus parce qu'à un moment donné, ça demande trop de travail. Et ce qui est d'ailleurs expliqué, dans les entretiens, c'est que c'est pas que le bébé qui fait que les femmes, craquent face à la difficulté du travail à la maison. Ça peut être aussi le fait, d'un décès d'un des parents ou, l'impossibilité des grands-parents de prendre l'enfant quand il y a un enfant, et cetera, qui fait qu'il y a un moment donné, elles craquent et ça va faire une rupture dans le couple qui parfois est bénéfique parce que, bah, là, il va y avoir, un gros clash entre les parents qui fait que, bah, la femme va dire: «Bah, soit, tu t'occupes de telle tâche et on réorganise notre manière de fonctionner et ça fonctionne», soit, ben, ça des fois ça va jusqu'à la rupture aussi des couples. Il y a eu des cas, dans ces discussions où les femmes disent que j'ai vraiment songé à rompre parce qu'ils ne voulaient pas en faire plus, quoi. Oui, Donc bien sûr. ouais, mais effectivement, sinon on observe dans quasiment tous les couples cette difficulté qu'ont les femmes d'impliquer le mari, dans les tâches, ouais. Et donc, si j'ai bien compris, pour revenir à la première partie de cette explication, sur le fait que les femmes font, enfin, que les hommes font les tâches quand ils sont à la maison, hein, du coup, ça ouvre une piste très intéressante, c'est de pousser les femmes aussi un peu plus vers l'extérieur. Mmh, Les hommes peut-être du coup un peu plus à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a mmh. une double action à mettre en place. Comment on pourrait finalement faire sortir les femmes de leur foyer? Ben, il y a beaucoup de femmes dans les couples qui fonctionnaient bien, qui ont été interrogées, qui disaient: «Bah, moi, le samedi matin, je vais systématiquement voir des copines, je vais, au coiffeur, je vais, au cinéma, je sors». Enfin, il y a aussi des routines comme ça. On dit: «Non, bah, en fait, ce temps-là, c'est un temps où moi je suis dehors, tu te débrouilles avec les enfants, je suis dehors». Alors évidemment, quand tu es à la maison, 6 jours par semaine, savoir que tu as juste le samedi matin où c'est le mari qui s'occupe des enfants, c'est pas ça qui change fondamentalement le fonctionnement du foyer, mais ça donne aussi un peu l'impulsion de dire: «OK, on fixe cette règle, ça c'est le début quoi», si vous voulez. Ouais, Donc c'est ça, ouais. Et puis moi après, il c y a aussi, accompagner les hommes vers d'autres types de tâches. C'est-à-dire que quand on regarde comment les hommes s'occupent des enfants, en fait, les hommes sont très souvent aussi centrés sur des activités extérieures. Les hommes c'est vrai, emmènent beaucoup plus souvent les enfants faire du sport que les femmes. absolument. Mmh. Mais aussi c'est parce que c'est le week-end et donc l'homme est plus disponible le week-end que la semaine. Quand ils font des activités avec les enfants, ils vont plutôt aller au parc que d'aller, faire des activités manuelles du type, Mmh. de la pâte à modeler et cetera à l'intérieur de la maison. Donc c'est aussi les inviter à aller faire vers ce type d'activité à l'intérieur de la maison, plutôt que de faire systématiquement que des activités à l'extérieur. Mais aussi, vous voyez, le bricolage, c'est aussi une activité extérieure, même si on est dans la cave, on n'est pas vraiment à la maison ou dans le On n'est garage, on n'est pas pas vraiment vraiment à la maison. Donc c'est voilà, c'est les accompagner aussi à faire des tâches avec les enfants, d'intérieur, des tâches que font souvent les femmes. Quand on regarde typiquement les jeux de société,
c'est quasiment les mères qui font des jeux de société avec les enfants. Et les pères viennent faire des activités quand il y a la mère. C'est rare que le père fasse des jeux de société avec ses enfants tout seul, par exemple. Eh oui, Donc plutôt faire du bricolage, du jardinage, des choses à l'extérieur. c'est Et vrai. ça rejoint aussi, en fait, ce que tu disais au début sur la représentation du rôle du père. Mmh. En préparant l'épisode, je disais à Charlotte, en fait, si on devait schématiser de manière très caricaturale les images de père qu'on a dans la société, c'est soit le père démissionnaire, soit le père autoritaire ou le papa poule. Et le père démissionnaire, bon, bah, voilà. Le papa, autoritaire, il va être, sur vraiment, voir les notes, voir, et pousser sur les règles, les valeurs, on va être fa fatalement, très poussé, mais bizarrement et c'est là où je trouve que ça pourrait être intéressant, c'est la question de l'âge. L'interventionnisme n'arrive culturellement, dans la famille, du côté du père qu'à partir d'un certain âge. Et à partir généralement de la préadolescence, l'adolescence, là, on se dit: «Ah, il faut une figure paternelle» et il y a la représentation du papa poule et le papa poule, là, on est plutôt sur quelque chose papa gâteau, papa hyper Mmh. présent, papa, qui est, papa princesse pour les petites filles, papa, qui va choyer le petit garçon, mais qui va potentiellement privilégier effectivement les moments de plaisir Et c'est plutôt que ça. les moments, heu, de déplaisir. On a toujours ce souvenir, d'un papa qui peut dire, «Mais moi je veux pas faire ça» et la maman qui regarde: «Mais on n'a pas le choix en fait». Mais ce que je remarque encore, c'est que les pères se laissent beaucoup le choix d'intervenir ou non. Mmh. S'ils en ont pas envie, ils le font pas. La femme ne se pose jamais la question du choix, elle est dans le devoir. Et c'est vrai que l'intervention du père est souvent encore considérée comme un bonus. Mmh. «Ah bah tiens, là, cette nuit, il s'est levé, ah, il est sympa, hein». Alors que, toutes les autres nuits d'avant et d'une façon habituelle, c'est la maman qui va se lever, par exemple. Et on voit là la notion de gratitude dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la Oui, femme a de la gratitude envers le mari de s'être levé, tandis que pour le mari, ça coule de source que la femme, exactement, se exactement. lève. Et c'est, Donc Je c'est rigole. ça rejoint une autre conclusion, hein, qui est: les normes sociales évoluent, mais les comportements beaucoup moins. Il faut en faire peu pour se considérer être un bon père. Oui, et Et l'autre c'est vraiment conclusion ça. qui est relative à ça, c'est, l'homme cherche enfin l'homme, quand on parle des hommes, là, on parle vraiment des hommes blancs, qui globalement Oui, gagnent déjà bien leur vie et oui, cetera. oui, Parce que oui, pour tout ce qui est de la précarité et cetera, il y a d'autres facteurs oui. beaucoup plus importants, Mmh. contextuels. C'est que l'homme, cherche à être un bon père, tandis que la femme, cherche à ne pas être une mauvaise mère. Et ça aussi, c'est une énorme différence aussi dans la manière que l'on va avoir de s'occuper des enfants. Ça, c'est Absolument. vraiment le pour moi, c'est la conclusion de l'étude, elle réside là aussi. Ouais, Donc ouais, c'est exact. vraiment quelque chose d'important. Je voulais réagir parce que, vous avez dit beaucoup de choses et je me souviens de 2 choses que je voulais ajouter. Bah, déjà sur le fait que les hommes interviennent, de manière autoritaire plutôt à la préadolescence. Moi, j'ai été frappé, donc là, je vous parle plutôt de mon vécu que ce qui est écrit dans l'étude, Oui, mais quand j'ai discuté avec mon grand-père qui a 93 ans, donc on est vraiment un âge, une manière d'éduquer les enfants, très différent. Je lui ai présenté mon fils, et il m'a dit: «C'est la première fois que je tiens un bébé aussi petit dans les bras». mmh, Je lui dis: «Mais pourquoi? Enfin, tu as eu, je sais pas combien d'enfants, je sais pas combien de petits-enfants, là, c'est l'arrière petit enfant, c'est quand même fou de se dire, et en fait, bah, à son époque, les hommes n'avaient pas le droit de tenir les enfants, les petits bébés. Ils avaient pas le droit de les tenir dans les bras parce qu'on disait qu'ils étaient pas capables, mmh. qu'ils étaient trop dangereux, qu'ils allaient faire tomber, que et par la suite, bah, il a eu peur ou il a pas été incité à prendre des petits enfants, il a pas eu l'occasion. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même quelque chose d'hyper récent, en fait, de laisser les pères prendre les petits bébés dans les bras. C'est quand même un truc de fou. C'est vrai. Ah, moi, Donc je dirais que c'est même pas une question de pères qui prennent des bébés. Je pense que c'est les hommes qui ne prennent pas de bébés, en fait, et les garçons. oui, Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez facile. Donc, on est une petite fille, on va forcément avoir un
petit frère, une petite sœur, un cousin, on va babysitter, on va faire. Il y a assez peu de garçons qui vont faire du babysitting pour avoir de l'argent de poche. Généralement, c'est Mais les filles qui font du ouais, babysitting. mais aussi parce qu'on ne les laisse pas faire. C'est-à-dire que imagine un garçon qui dit j'aimerais faire du babysitting, on va dire non, mais c'est pas sérieux parce que les garçons ils vont sortir, ils vont inviter des copains, on ne sait pas, et que c'est très compliqué. Oui, Et Oui, pareil, là, quand je dis que mon grand-père, il pouvait pas prendre des enfants, c'est que c'est ma grand-mère qui refusait qu'il prenne les enfants. Et de la même manière, les femmes, maintenant, je pense que c'est beaucoup moins marqué qu'à son époque ou l'époque de mes parents, mais les femmes laissaient moins facilement les enfants au père quand ils étaient tout petits. Donc aussi, la relation avait un peu plus de mal à se mettre en place. Et de la même manière, ce que vous dites, hein, c'est que les grands frères, on les laisse un peu moins prendre les petits frères ou les petites sœurs dans les bras que les grandes sœurs parce qu'on se dit qu'ils sont un peu plus dangereux, un peu plus casse-cou. Et là aussi, on remet un peu les représentations de genre. Bon, ça, c'est une explication comme une autre. C'est pas ça qui fait qu'il y a autant de différences dans les couples par la suite. Mais ça apporte aussi un petit peu bien de sûr, réflexion par rapport à tout complètement. ça. Et je voulais rajouter une dernière chose, justement, sur cette idée d'adolescence. Il y a assez peu d'études, en fait, au niveau psychologique sur la période scolaire entre, allez, je dirais entre 7 et 12 ans, en gros, avant le collège. Par contre, à partir du collège, on commence à avoir des études intéressantes sur le rôle du père. Mm, Et notamment, ce qu'on remarque, c'est que, vous savez, les adolescents sont très immatures émotionnellement bien et sûr. vont avoir besoin de cette période d'adolescence pour créer avoir des amis, savoir gérer leur colère, savoir gérer la frustration, devenir empathique, etc. C'est à ce moment-là où tout ça, ça mature. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les mères vont avoir un rôle de support émotionnel, c'est-à-dire l'adolescent, garçon ou fille, qui va avoir voilà, des problèmes de cœur parce que voilà, quelqu'un l'a quitté ou parce qu'il a eu un refus amoureux ou je ne sais trop quoi, il va plutôt aller voir la mère. Par contre, quand l'adolescent ou l'adolescente va vouloir expérimenter des nouvelles choses, il va plutôt aller voir le père. C'est-à-dire que la mère a plutôt un rôle de réassurance, tandis que le père a Mm. plutôt un rôle d'autonomisation. Et ça, c'est marqué enfin, quand on regarde l'étude, parce qu'il y a vraiment une très grosse étude européenne sur le sujet, c'est très marqué. Et donc, ça Oui. montre aussi que le père va avoir un rôle, surtout à ce moment-là. Après, la tendre enfance, c'est un peu différent, notamment parce qu'on est beaucoup dans la notion de tâche dans la tendre enfance. On est vraiment dans la notion de il faut faire des tâches et ça prend du temps, il faut s'organiser, etc. L'adolescence, c'est une autre manière de penser la relation avec l'enfant. Et vraiment, à ce moment-là, il y a vraiment une distinction entre les pères et les mères qui est très intéressante à ce Mais niveau-là. je me permets, avant même l'adolescence, depuis la, la toute petite enfance, le père a une fonction, enfin on dit souvent que c'est une instance séparatrice. L'homme a cette fonction de séparer, de défusionner l'enfant et sa mère. Et ça ne se passe pas qu'à l'adolescence, il y a aussi la petite adolescence. Hein, et ça, c'est la fonction, enfin en tout cas, ça a été la fonction classique du papa, c'est que le papa défusionne cette relation de base très fusionnelle entre l'enfant et le bébé, et c'est le père qui va le pousser aussi à l'extérieur, parce que ça rejoint un peu la première affirmation, le père est garant de la sécurité aussi extérieure, hein, donc c'est lui qui va le pousser à s'autonomiser et à sortir. Alors, oui, la différence là, c'est qu'au niveau de cette étude-là, on parle vraiment de la régulation émotionnelle. C'est-à-dire dans la manière qu'ils vont avoir de discuter avec les enfants de Mmh. leurs émotions, il va y avoir une vraie différence à l'adolescence. Quand, dans la tendre enfance, on ne parle pas d'émotions avec les enfants, on parle beaucoup des comportements. On dit: «Bah, tu vas aller ici», bah, s'il va jouer avec enfin, typiquement, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune que c'était mon père qui me disait: «Si, va faire du foot avec tes copains dehors», alors que ma mère était plutôt: «Non, c'est nous qui reste à la maison», et cetera. Donc là, on est plutôt, vous voyez, dans des activités de socialisation, mais on n'est pas du tout sur un niveau émotionnel. Mmh. À l'adolescence, c'est vraiment là où il y a cet aspect émotionnel qui est très fort, où le père va prendre plus de temps pour discuter avec l'enfant de ses émotions et de comment il va pouvoir créer ses propres expériences d'émotionnel à ce niveau-là. Mais on est en fait aussi, voilà, c'est lui qui va plutôt parler si tu veux inviter une copine pour aller plus loin, il va falloir aller au cinéma, machin, pour expliquer ce qu'il faut faire au cinéma, et tous les trucs un petit peu genrés comme ça. La mère en parle moins, ça. La mère, par Mmh. contre, elle va être plutôt là quand et voilà, il va y avoir une frustration parce que bah, ça n'a pas réussi, bah, elle va plutôt être là dans l'écoute, rassurer, etc.
Là, ouais, c'est au niveau émotionnel. Mais effectivement, dans la petite enfance, d'ailleurs, dans l'étude Aller les pères, ils parlent du fait que l'homme est beaucoup dans le savoir faire des choses. Donc c'est lui qui va en fait, il va être beaucoup dans l'autonomisation parce que c'est plus pratique pour lui quand il va vouloir faire du bricolage, bah, il va donner des petites tâches, en fait, aux enfants. Alors que la mère, elle va accompagner systématiquement toutes les tâches. C'est-à-dire, ils vont faire ensemble avec la mère, alors que le père, il va donner des petites tâches en plus. Du Mm. genre: «Va me chercher, tel outil», bon, s'il y a des petites tâches plus simples. Il y a un père qui parlait du fait que lui, il tondait avec la tondeuse et qu'il demandait aux enfants de couper les herbes proches des murs Mm. avec du coup des sortes de ciseaux. Bon, je ne suis pas du tout jardinier, mais les ciseaux de jardinage, quoi. Et en fait, c'est des petites tâches qui sont un petit peu utiles, mais qui fait en plus. Alors que la mère, si elle tondait, elle prendrait plutôt le bébé avec la tondeuse, qui tiendrait la tondeuse avec elle et qui tondrait ensemble. C'est un petit peu dans la manière d'approche un peu différente. Mais du coup, l'homme est plutôt dans l'autonomie à ce niveau-là aussi. Mm. C'est-à-dire que Mm. l'enfant va faire des tâches supplémentaires, des petites tâches, mais C'est vrai. supplémentaires. Mm. Donc on observe ça aussi à la petite enfance, ouais, tout à fait. C'est vrai et en même temps, je me permets d'ajouter que, d'un point de vue expérience personnelle, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une mère comme moi se permet de faire effectivement ce genre de choses, le regard des autres, c'est toujours: «Mais ça va pas», alors que quand, le père le fait, bah, c'est normal. Mm. Et j'ai plein d'exemples, hein, mais tout bêtes, et qui me viennent à l'esprit, mais ça rejoint un sujet, hem, c'est typiquement, le moment où le nourrisson commence à faire, par exemple, à se mettre sur le ventre. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je le mettais et je lui disais: «Bah, vas-y, lève ta tête». Et ma mère, les figures, féminines autour, c'était: «Oh, mais ça va pas, il est fragile, attention». Et ça, effectivement, c'est une image encore, peut-être de la maternité telle qu'on la voit, qui est liée à cet aspect nourricier, au fait, du cocon et de toujours hyper protéger, quand la prise de risque est un peu compliquée. Donc j'ajouterais à ce moment-là, est-ce que le congé paternité, le fait de l'avoir, prolongé, peut modifier le rapport à ces moments-là? Parce qu'effectivement, si le père a l'habitude d'être dans le faire, c'est parce qu'il a pas l'habitude de porter le bébé, Mm. de faire des choses de soins et qui sont beaucoup plus dans le câlin que Mm. Bah, si on regarde les pays pour lesquels le congé paternité est beaucoup plus important, par exemple les pays scandinaves, on aime bien prendre en exemple les pays scandinaves souvent, ce qu'on remarque, c'est que oui, ça aide un peu. En fait, ça ne comble pas totalement les écarts parce qu'on observe qu'en fait, les hommes qui peuvent prendre des congés paternité parfois jusqu'à 3 ans, bah, souvent ils sont poussés et même poussés par la femme à reprendre plus tôt que le maximum. Ce qui montre bien qu'effectivement, il y a des enfin, la politique peut améliorer les choses, mais en fait, ça suffit pas, il faut aussi changer les mentalités. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce que tu viens de décrire, c'est que ça correspond exactement à ce qu'on observe dans les pays scandinaves, mais aussi en France et en fait depuis, très, très longtemps. C'est que la transmission du patriarcat se fait en grande majorité par les grands-mères. Ce qui est assez fou, quoi. C'est-à-dire que Mm. c'est quasiment tout le temps les grands-mères qui vont dire aux filles et en fait, elle le dit aux filles, les garçons, on leur dit jamais rien. Elles disent aux filles: «Voilà comment j'ai fait, voilà comment il faut que tu fasses» et Mm. c'est comme ça, en fait, que tout ce système se met en place où on va dire aux femmes: «Eh bien, il va falloir que vous fassiez comme ça, que vous fassiez comme ça». En fait, c'est surtout la mère qui fait ça. Enfin, du coup, la grand-mère qui fait ça. Et donc, c'est aussi réussir à combattre une génération après l'autre, combattre ce que faisait l'ancienne génération et leur manière de faire qui n'était pas adaptée à notre manière de faire actuelle. Et ça demande aussi beaucoup de force aux femmes, soit de ne pas écouter leur mère, ce qui est quand même difficile, soit de leur dire en fait, j'ai pas besoin de tes conseils parce qu'ils sont pas bons. Et c'est super dur. Mais c'est aussi une manière de combattre le patriarcat en fait. Et on observe ça dans les pays scandinaves justement. C'est-à-dire que quand on regarde pourquoi en les fait, c'est un femmes matriarcat. bah, non, c'est un patriarcat parce que du coup, c'est les grands-mères qui disent aux mères, bah, il faut que ton mari retourne travailler plus tôt. Donc on reste Ouais. dans du patriarcat vu que c'est Ouais. l'homme qui va mais en fait, c'est la grand-mère qui pousse beaucoup. Évidemment, c'est pas que la grand-mère, c'est-à-dire les patrons des hommes, les poussent aussi à reprendre plus tôt,
alors que pour les mères, ils vont plutôt être arrangeants en disant, bah, si tu veux, on te passe en temps partiel, donc en emploi précaire, etc. Alors que les hommes, on leur propose jamais de temps partiel, on propose du temps partiel qu'aux femmes dans ces cas-là. Donc il y a un effet contextuel beaucoup plus important que juste c'est les grands-mères, mais on observe quand même au niveau des discours et au niveau de l'impact sur les mères qu'il y a une forte part des grands-mères. Ouais. Oh, c'est une question qu'on n'avait pas prévue, mais qui vient de sortir par rapport à ce que tu disais. En fait, ce qu'on a observé, il y a des études qui sont sorties, c'est que le burn-out professionnel des hommes correspondait à un momentum. Ça ne veut pas dire qu'il y a une corrélation, un lien de cause à effet, mais correspondait quand même à la parentalité, à l'arrivée de l'enfant, et que il y a beaucoup de pression qui se mettait en place à cause de l'arrivée de l'enfant et de l'inquiétude financière. Est-ce que tu as trouvé des études ou des éléments qui peuvent expliquer ou qui peuvent aider? Parce que effectivement, on en parle maintenant, on parle du burn-out maternel, mais on parle quasiment jamais du burn-out, allez, masculin. J'ai rien lu sur le sujet, C'est, effectivement, rien du tout. Même au niveau du burn-out maternel, c'est compliqué en fait de définir ce que c'est que le burn-out maternel. J'ai pas mal discuté avec Roger la petite sœur de ce sujet sur Instagram, qui a été très intéressé par cette notion. Elle a essayé d'aller creuser tout ça. Même ça, le burn-out maternel, ça correspond à quoi en fait? Est-ce que c'est vraiment lié à la fatigue? Est-ce que c'est lié à la gestion des tâches? Est-ce que ça va être lié effectivement à des soucis financiers? En fait, systématiquement, quand on dit bah, ça va être plutôt lié à ceci ou cela, mais en fait, c'est plus vraiment du burn-out. Ça va être de l'anxiété, ça va être parfois aussi de la dépression, hein. Quand on parle de dépression postpartum, aller définir la différence entre dépression postpartum, burn-out maternel, etc. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça. Et une dépression postpartum du père, ça peut aussi tout à fait exister à ce moment-là. D'autant plus, plus l'homme va s'impliquer dans les tâches à la maison, plus il va y avoir de risques que lui-même subisse ce genre de difficultés psychologiques. Donc là aussi, c'est le bon fonctionnement du couple, le bon support et la gratitude qui va être mise dans le couple qui va protéger de tous ces problèmes-là, de toute façon, c'est sûr. Ça touche plus les femmes parce que c'est elles qui font le maximum du boulot, quoi. Tu l'as effleuré rapidement, mais il y a une notion qui est ressortie, c'est la question sociale, en fait, du tissu social, des grands-parents, des voisins. euh, mais peut-être que cette pression, en fait, c'est aussi le fait qu'il y a un désengagement. Est-ce qu'il y a des études sur ça, sur le fait qu'il y a une forme de désengagement des autres acteurs, Oui, bah, autres figures? déjà clairement, les familles riches qui peuvent avoir des servants à la maison pour s'occuper des enfants n'ont jamais ces problèmes-là. Ça, il y a eu du coup, dans Aller les pères, il y a eu une famille comme ça, on leur a posé la question. Eux, tout ce qu'on vient de dire là, ça les touche pas, quoi. Ils ne se sont jamais posé la question parce qu'il y a des personnes pour s'occuper des enfants à leur place. Derrière, oui, de manière générale, c'est ce que je disais aussi, le fait que des fois dans les couples, ça craque, c'est précisément parce que bah, des fois, il y a les grands-parents qui aident beaucoup. Et quand les grands-parents vont moins bien, ce qui arrive du coup, forcément à un moment donné pour les grands-parents, c'est là aussi où les couples craquent parce qu'il y a plus de support des grands-parents, voire qu'il faut s'occuper des grands-parents en plus de l'enfant. Donc là, ça devient encore plus compliqué et surtout plus compliqué pour les mères qui, du coup, vont devoir gérer les personnes en dessous et au-dessus, quoi, les enfants et les grands-parents. Donc oui, ça aide beaucoup. Les voisins, ça aide. Le fait de pouvoir le mettre à la crèche, ça aide. Le fait de pouvoir facilement trouver une place en crèche, ça aide parce que je vois autour de chez moi, c'est hyper compliqué de trouver des crèches. Il y a des listes d'attente de folie. Il faut des fois, à la naissance du bébé, il faut trouver la crèche pour quand il aura 6 mois ou 1 an, quoi. C'est assez fou. Donc ça aussi, ça mène une forme de précarité et ça mène des risques mentaux, de troubles mentaux derrière, quoi, du stress, de l'anxiété, voire des symptômes dépressifs derrière. Donc tout ça, avoir un tissu social autour qui soit très aidant, ça aide beaucoup. Avoir une sage-femme qui aide, par exemple, à l'allaitement pour les femmes qui ont vraiment besoin, enfin, qui ressentent ce besoin de réussir à allaiter, bah, c'est super utile. Avoir aussi la sage-femme pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de santé du bébé, qui rassure, qui montre que oui, bah oui, le bébé, ça pleure, etc. Ça aide évidemment beaucoup à ce niveau-là. Avoir des pédiatres, on est en pédiatre. Voilà, avoir en fait tout ce tissu autour qui va se construire, ça aide évidemment énormément. Les voisins aussi beaucoup.
Ouais, bah, tout ça aide beaucoup, ça, c'est sûr. Et malheureusement, on observe que dans notre société actuelle, bah, il y a de moins en moins de disponibilité de tout ça parce que bah, les grands-parents, ils sont de plus en plus vieux, donc ils sont souvent moins en âge d'aider. Il y a aussi les distances sociales où les grands-parents parfois restent dans leur village, tandis que bah, nous, on a dû aller à Paris ou dans des grandes villes pour pouvoir trouver du travail, donc c'est plus compliqué de les voir. Bon, voilà, il y a tout un tas de difficultés qui se posent dans nos sociétés actuelles par rapport à ça. Le congé paternité, il aide aussi à ça, hein, du coup, c'est aussi ça, le support du père, même s'il ne fait qu'aider, bah, s'il a la possibilité d'aider plus et d'aider plus longtemps, Oui, c'est déjà ça ça. aide quand même, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, alors, dernière question, comment se passe ton congé paternité? Parce que tu es en congé paternité en ce moment. Ouais. Comment ça se passe? Et toi qui as vu beaucoup de théories, comment le principe de la réalité se confronte? Comment ça se passe? Alors déjà, en plus de ça, moi, ma mère, elle a assistante maternelle, donc j'ai vu, énormément de bébés. Déjà, je connais un petit peu Ah d'accord. le monde des bébés, je connaissais plutôt bien. Ouais, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bah, en fait, j'étais assez peu surpris, du fonctionnement du bébé. C'est-à-dire, je sais que globalement, un bébé tout petit, ça fait que téter, ça fait caca et ça fait dodo. En gros, c'est à peu près ça et donc c'est aussi là où je parle des tâches. C'est Mmh. qu'en fait, bah, il suffit juste de répondre à ces besoins-là et ça suffit, sauf quand il pleure et que tu sais pas pourquoi, bah, là, il faut aussi subir les pleurs et tu sais pas trop pourquoi. Il y a un truc qui m'a beaucoup, posé question, c'est aussi l'idée de l'allaitement. Ça, c'est un truc, j'ai toujours pas réussi à avoir d'avis, clair dessus. Parce qu'en fait, on dit effectivement que les hommes doivent aider, enfin doivent prendre leur part, mais de ce fait, quand le bébé ne fait que manger et dormir, et que tu allaites, que peut faire l'homme par rapport à ça? À part faire d'autres tâches qui ne sont pas directement en lien avec le bébé. C'est-à-dire que moi, je fais les courses, je fais à manger, Oui, je nettoie la maison et cetera, donc je fais ma part par rapport à tout ça. c'est ça. Mais en fait, on se sent quand même, malgré tout ça, on se sent quand même, À l'écart. à l'écart, ouais, c'est ça. Oui. Donc Mmh. ça, c'est un truc qui m'a pas mal posé question et on a beaucoup discuté avec ma femme sur, est-ce que finalement, au bout d'un moment, on n'arrêterait pas l'allaitement pour pouvoir, donner le biberon chacun dans son coin? Ça Ne serait-ce que arrive. pour la nuit, en fait, ne serait-ce que pour la nuit parce que tu le veuilles ou non, quand tu allaites, si tu dois allaiter toutes les heures, là, les nuits dernières, il avait besoin toutes les heures. Tu dors pas, en fait, tu es épuisé et le mari peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Il y a des solutions comme le tirelet, effectivement, qui permet un peu d'équilibrer. Oui, Hem, le tir-allaitement, ce voilà, qu'on appelle le tir-allaitement, exactement. Ouais, mais après, Après, il y a c'est aussi un un aspect psychologique. exactement, tactile et Ouais. je pense qu'il y a même, une relation particulière qui se construit et qui, effectivement, peut donner l'impression d'une mise à l'écart, heu, même par rapport aux autres figures. Mmh. Parce qu'en fait, moi j'ai allaité pendant 1 an, donc je vois bien ce que c'est et je vois bien aussi que c'est fatigant pour la mère Mmh. et en même temps, c'est très particulier. C'est une relation, c'est compliqué. Il y a un il y a des fois, il y a un amour-haine du truc parce oui, Ouais. c'est qu'on très aime et on est ambivalent. Ouais. fatigué. Ouais, Voilà, ouais. donc et effectivement, il faut prendre moi je dis, parfois des décisions douloureuses de se dire: «Bon, en fait, je vais mieux dormir, donc je vais tirer le lait ou bien je vais faire un allaitement mixte à partir d'un certain moment» et effectivement, de laisser aussi la place, heu, c'est, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure au début. C'est que, hem, pour pour trouver la place, ça veut dire qu'il y a un vide. Ouais. Voilà et ça effectivement l'allaitement, je pense que c'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi les générations précédentes, qui avaient un allaitement beaucoup plus long, bah, en fait, le bébé était très proche de la mère et ensuite il sortait, ça peut expliquer. Ouais, c'est très Hem, intéressant. Mmh. mais effectivement, ça fait partie des sujets, hem et qui, le biberon, j'ai vu un article passer et je te l'enverrai. Effectivement, le biberon a quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des femmes, des mères qui ont choisi de ne pas allaiter à cause de ça. Mmh. Parce que, et il y a des pères même qui ont réclamé l'arrêt parce que l'image du biberon, c'était important pour eux, pour leur relation avec le père. Mmh. Mmh. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut savoir entendre parce que
c'est une relation de famille. Le choix ne peut pas se faire tout seul. Mais c'est la question qui se soulève aujourd'hui. Enfin, il y a 50 ans, la femme n'avait pas le choix. Enfin, voilà, elle allaitait et pendant très longtemps. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'allaitement, justement, c'est un choix de la femme, parce qu'il s'agit quand même de son corps, de sa fatigue, hein, ou est-ce que c'est un choix conjoint? Est-ce que ça doit être une discussion conjointe? Ça l'est de plus en plus, et à titre perso, je pense que c'est important. Mais ça change quand même, enfin, il y a un nouveau questionnement quand même à ce niveau-là, alors qu'avant, c'était quand même, réservé, aux femmes, non? Qui à la Aux femmes base riches étaient et qui avaient des nourrices. et oui, et oui. Mmh. C'est vrai. Moi, je mettrais Mais quand même un petit bémol par bien rapport sûr. à ça. On parle d'un truc beaucoup moins gai que là, les possibilités de choix, mais quand on regarde la crise qu'il y a eu aux États-Unis Oui, récemment de pénurie De de lait? lait en poudre, et Ouais. ça coûte euh, cher. et puis surtout, il y a eu des bébés en malnutrition à cause de Oui, ça. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que globalement, il faut accompagner au maximum les femmes à chercher à allaiter si elles le souhaitent. c'est ça. Derrière, tant qu'on a du lait en poudre, chez nous, ça va, mais il faut aussi C'est un le choix fait de que, luxe. ouais, c'est un choix de luxe parce que nos sociétés nous le permettent pour l'instant aussi. Mm, mm. Heu, Mais ça, je rappellerai quelque chose qui a toujours existé, c'est qu'il y a du don de lait, ouais. du lait maternel et qui a toujours existé. Il y a Mmh. des mères de lait, il y a des frères de lait, ça a toujours existé. Je sais que Mmh. les gens, ça leur paraît bizarre, mais en fait, ça Oui, a oui. toujours existé et pas qu'en Afrique. C'est juste qu'on a oublié. Mmh. Et ça, effectivement, ça peut aider beaucoup de familles. Donc, il ne faut pas hésiter, si on peut le faire, de, de donner Et aussi du lait. à l'inverse, il faut pas faire, comme ce que j'ai pu voir aux États-Unis de gens qui commençaient à regarder sur internet comment on faisait du lait à partir de céréales pour pouvoir nourrir le bébé et cetera. Faut pas Oh faire là ça. là. Bah, quand tu es désespéré parce qu'il y a pas de lait en poudre dans les rayons, Ouais, et que ça Ouais. coûte très cher, nous aussi, notre système de santé nous protège de ça, hein. bien Mais sûr. là-bas, ils ont pas de système de santé, donc ils étaient un petit peu désespérés. Faut pas chercher à faire des choses comme ça. Ah oui, oui, mais dans tous les cas, pour avoir passé aux États-Unis quelques mois, même plus que quelques mois, en fait, et dans le fascicule qu'ils vous donnent à l'hôpital, à la naissance, pour l'allaitement, ils vous mettent plein d'arguments. Et l'un des Mmh. arguments, c'est le coût. Ils vous mettent même le prix à la fin, et c'est plusieurs milliers de dollars sur l'année, sur le coût Mmh. du lait en poudre. Donc, c'est assez considérable. Et Là, avant j'en l'inflation. profite pour l'hôpital, j'en profite. L'hôpital, c'est le moment de demander de l'aide à l'auxiliaire de puériculture ou aux personnes qui sont formées en allaitement pour que ça démarre correctement Même par les pairs, et même par les pairs. qu'ils demandent de l'aide au personnel, que ce soit pas Ah oui, juste oui, oui, les. oui, tout à fait, ouais. Bah, moi, j'ai été super bien accueilli à l'hôpital où, ils m'ont dit: «Oui, on va vous montrer comment on fait le bain du bébé, on va montrer comment le changer, et ils m'ont fait faire à moi. Mmh, Mmh. Donc ça, c'était super. c'est génial. Ouais. Il Merci faut en beaucoup. profiter. Bah oui, merci beaucoup, Adrien, pour cet échange. Je mettrai les sources, bien sûr, dans la fiche de description, et on aura plaisir de te retrouver pour continuer et à suivre tes aventures et tes découvertes sur ta page Dr. Papers et Dr. Pampers. Il y en a les deux. Merci à vous. Merci Adrien. Merci à Adrien donc, pour cette interview et cet échange enrichissant. On a ajouté une nouvelle séquence dans le podcast, comme celui avec Sandra. C'est quelques secondes, quelques minutes avec Charlotte pour débriefer. Qu'est-ce que tu en as pensé alors, Charlotte? Avec quoi tu ressors de cet épisode? Bah, je ressors de toutes ces conclusions d'études qui ont, confirmé un petit peu la réalité du terrain, hein, Terrain. quand même. J'ai pas remarqué beaucoup de choses, qui ont contredit, la réalité. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'en Oui, sais ça veut dire rien. que tu es vraiment dans le terrain. C'est très bien. Voilà, ça veut L'étude dire empirique a que marché. voilà, ça veut dire que l'empirique quand même, voilà, est pas mal. Écoute, qu'est-ce que je retiens? Je retiens, moi, ce qui m'a beaucoup marqué et cet aspect intéressant,
de la première partie de l'étude, hein, les femmes qui sont beaucoup plus souvent à l'intérieur, les hommes à l'extérieur. Là, on est vraiment dans des constructions, sociales voilà, Hérité. vraiment héritées et qui ont la dent dure. Donc c'est vrai que, ça me fait en tout cas, ça me donne envie de réfléchir, à des options pour, que les femmes, enfin, ne soient pas que dans le foyer et sortent, hein. Hem et que les hommes, peut-être prennent du plaisir aussi à être un peu dans le foyer, hein, donc je me demande, je pense qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Donc en tout cas, moi, je pars avec ce questionnement-là, et cet élément-là qui est hyper important. Hem et après, voilà, il y a eu plein d'infos. Oui, comme la Hem, question de l'allaitement, la question de la place du oui, père, les premiers mois, les premiers moments, heu, l'indulgence aussi, la bienveillance qu'on pourrait développer en se disant qu'en fait, c'est c'est pas de la méchanceté, de l'ignorance ou de l'indifférence, c'est qu'ils ne savent pas et sans être dans une posture peut-être de prof, avec le mmh, papa, c'est plutôt oui, peut-être le laisser découvrir, d'apprendre et il en a besoin de l'aider, bien mais sûr. peut-être que c'est des adultes, donc ils vont trouver des solutions comme des grands. Peut-être que cette notion de gestion du risque toujours de la femme, de la mère qui est hyper protectrice, Oui. heu, C'est vrai peut qu'on est sur 2 modes, complètement différents et c'est ce que disait Adrien, hein. C'est vrai que la maman va plutôt être dans le: «Attention, mon petit piou-piou, c'est ça, reste à la maison en sécurité avec maman» et l'homme, c'est vrai, on l'observe, hein, voilà, il y a cette invitation, à heu, l'aventure. à l'aventure, à la découverte et à la prise de risque, Oui, hein, ce qui est vachement important pour la confiance des enfants, hein, donc je sais pas la part de construit ou dîner entre enfin avec ces c'est très différences. difficile, c'est très En tout difficile. cas, à la limite, c'est même pas la question la plus importante, je Exactement. trouve, mais ce qui est important, c'est justement de se rendre compte de l'importance de l'implication du père parce que il a des fonctions quand même, un peu différentes de celles de la mère, en tout cas encore aujourd'hui. Et qui Heu sont bienfaitrices. mais bien sûr, pour la construction, identitaire, pour la confiance, pour l'estime de soi, il faut vraiment pas négliger la place du père et c'est vrai que, heu, on est dans une époque où, on a encore un peu de mal à déléguer, certaines choses, au papa et à la fois on est en demande, hein. Il y a un peu une ambivalence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, Oui, c'est ça. enfin, en tout cas, ou même moi à titre personnel, hein, je me dis: «Oh là là, j'aimerais bien avoir plus d'aide» et à la fois c'est OK, je m'en occupe. Ah ouais, mais en fait, bah, tu t'en occupes pas comme je voudrais. Ça rejoint un petit peu le côté, contre le fric. Donc en tout cas, une autre conclusion, c'est aussi, hem, heu, être dans une coopération avec les papas. C'est pas pour culpabiliser les femmes et dire, Ah non, c'est dans «C'est tous pas les parce cas, que vous voilà, savez c'est pas, déléguer que vous êtes en charge mentale, hein. Ouh non, là là, loin de surtout moi pas. l'idée». Mais en tout cas, une piste intéressante, c'est en effet d'impliquer le papa, de laisser un certain espace, même dans des, domaines où, les mamans ont encore le monopole Mmh, finalement, hein. mmh. De laisser les papas faire dans le foyer, de laisser les papas faire quand il s'agit d'affect, quand il s'agit d'écouter des bobos, et puis pourquoi pas aussi, prendre aussi nous d'autres rôles peut-être, plus masculins, d'un point de vue historique, d'aller faire de la tyrolienne avec ses enfants, d'aller au parc d'attractions, de faire du trampoline. Parce que c'est vrai que souvent ce qu'on observe, c'est que c'est les papas qui vont être à l'initiative de ça. Mais après tout, rien ne nous empêche Rien ne nous empêche. d'échanger un petit peu aussi, les rôles de temps en temps Mmh. et je pense que ça ferait du bien d'ailleurs à la fois au papa qui travaillerait un petit peu plus l'intelligence émotionnelle, hein, plus dans le côté enrobant et à la fois la maman qui apprendrait à lâcher prise sur la notion de risque et de l'extérieur et qui la rendrait aussi plus confiante et qui apprendrait un peu à la mère à, laisser son enfant, tomber, mais Oui, littéralement, hein, oui, laisser son oui. enfant se planter et être moins dans la protection, dans la mise sous cloche. Donc ça pourrait être très intéressant, hein. Moi, je pense que c'est une piste assez, je pense saine pour, rétablir un équilibre et puis pour que chacun se mette aussi dans la peau, de l'autre et voir les effets.
On a hâte de recevoir vos commentaires, vos avis. Oui. N'hésitez Oui. pas à nous partager ce que vous en pensez et à mettre des étoiles, à nous ajouter des commentaires et à nous rejoindre sur notre page Instagram ou juste de nous envoyer un email si vous le souhaitez. Et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous car allez les pères, allez les mères, on est tous dans la même barque. et ce qui compte, c'est juste... d'y arriver, donc un pas après l'autre. Exactement. Allez les parents. Allez les parents. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt.